Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très intéressante sur les déterminants de la force et on va les appliquer à la calisthénie et à la force en général. Comment va-t-on aborder ce sujet? On va parler des déterminants sur lesquels on va pouvoir agir ou un petit peu moins et illustrer tout ça par des variables qu'on va pouvoir intégrer dans notre programmation. Au final, le but de cette vidéo et de la compréhension de ces variables est de pouvoir les appliquer éventuellement dans notre programme et se concentrer sur ce qui est vraiment important. On va parler de déterminants comme la biomécanique, la technique, l'hypertrophie et ensuite les variables comme la fréquence et autres. Commençons par les déterminants sur lesquels on va pouvoir agir. Donc biomécanique, technique, hypertrophie, influx nerveux, efficacité neuromusculaire. La biomécanique sera extrêmement importante en force, c'est ce qui va faire qu'on aura parfois plus facile à réaliser certains mouvements, comprendre comment justement mieux se positionner et donc ça va être à la fois très individuel parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne va pas agir, on va être fait pour certains mouvements ou moins fait pour certains mouvements, donc on sera plus doué ou moins doué, mais on va pouvoir analyser les mouvements pour pouvoir éventuellement mieux se placer ou justement travailler avec des meilleurs exercices pour pouvoir se renforcer à travers ces mouvements. Donc finalement, on peut quand même agir sur cette biomécanique. Par exemple, pour un mouvement comme la planche, si tu as un long tronc et des longs fémurs, tu comprendras que ton bras de levier il sera assez long et donc tu auras potentiellement plus difficile à y parvenir. Même chose pour un squat, si tu as des longs fémurs, tu vas devoir te fléchir un peu plus, t'incliner un peu plus, avoir une plus grande trajectoire de mouvement et donc ça va jouer pas mal dans tes performances. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir agir dessus? Si tu comprends que la planche, c'est vraiment une flexion d'épaule, que tu as intérêt à réduire un petit peu ce bras de levier en essayant de rendre ton tronc peut-être plus court grâce à une meilleure flexion de la colonne qui va passer par plus de protraction, plus de flexion d'épaule pour réduire ce bras de levier, tu vas pouvoir peut-être sélectionner certains exercices ou certaines activations aussi pour te renforcer là-dessus. Pour le squat aussi, tu vas pouvoir gérer ton écartement de pied, ton inclinaison du buste. Au final, la biomécanique est innée, elle va conditionner ou non notre potentiel pour réussir certains mouvements, mais on va pouvoir agir dessus en la comprenant et en l'adaptant par rapport à nous au final. De toute façon, la technique, tu comprendras qu'elle a un rôle très important et là, on va aussi pouvoir jouer dessus. La technique, on va la distinguer en deux points. Donc, ce qui va correspondre aux critères du mouvement pour rendre la répétition, le mouvement valide ou esthétiquement correct. Et la technique pour se placer plus facilement, pour réaliser des meilleures activations musculaires, générer plus de force, rendre le mouvement plus efficace, efficient. Donc au niveau des critères, par exemple sur une traction, tu te dois d'avoir les bras bien tendus au départ, attendre par exemple le signal, arriver le menton au-dessus de la barre dans le quart antérieur, ne pas avoir de keeping, de kicking, de genoux par exemple, et tout ça va faire en sorte que c'est une rep ou un no-rep. Et ensuite, pour rendre le mouvement plus efficace, par exemple au niveau du placement, tu vas devoir démarrer peut-être d'une boxe, adapter ta largeur de prise, prendre plus ou moins large en fonction de tes forces, adopter une trajectoire de mouvement qui va te correspondre plutôt verticale, comment est-ce que tu vas placer tes poids entre les pieds, comment est-ce que tu vas closer le mouvement avec les coudes plus intérieurs ou plus vers l'arrière. Ça va dépendre aussi de ta mécanique de nouveau et de quelle technique tu vas adopter pour te rendre plus performant. Donc ça va être hyper important et on aura un énorme rôle à jouer dessus. C'est ça qui est très très chouette. Ensuite, l'hypertrophie, la masse musculaire. Un muscle plus gros te permettra en général de générer plus de force. C'est pas nouveau, maintenant on commence à être assez rodé à ce niveau-là. On sait que c'est hyper important. Qu'est-ce qui va distinguer une performance à haut niveau en général? Il y a une corrélation assez forte entre la performance et la masse musculaire, et ça même en calisthénie, à condition que la masse musculaire se situe sur les muscles qu'on a besoin de développer, par exemple le deltoïde antérieur, le grand dorsal, et finalement tout ce qui va te faire prendre du muscle sur les mouvements, les muscles sollicités pendant tes mouvements, pendant tes figures de force ou les mouvements sur lesquels tu cherches à devenir fort sera bénéfique. On prend rarement trop de masse musculaire sur les muscles cibles. Et donc c'est un travail hyper important de longue haleine qui va se faire dès le début, encore plus important au début finalement, parce que c'est là qu'on va pouvoir en tirer davantage d'hypertrophie, qu'elle va être plus rapide entre guillemets, et pendant longtemps, parce que finalement quand on sera un peu à des niveaux de plateau, c'est un de leviers sur lesquels on pourra toujours agir, et donc finalement tu comprendras que l'hypertrophie fera partie intégrante de ton programme. Ensuite, on va parler de l'influx nerveux, efficacité neuromusculaire. Je pense qu'on va associer un petit peu les deux. Donc, ce sera peut-être ta capacité à bouger efficacement, vite, sous une barre, donc à générer de la force aussi.
Donc un débutant au début, il sera peut-être pas capable d'activer correctement ses muscles pour générer de la force. Il sera pas capable de se coordonner efficacement. Il va peut-être un peu plus trembler, etc. Tandis qu'un avancé sera un petit peu plus rodé, ça sera un peu plus automatique. Il sera peut-être un peu plus nerveux. Le facteur nerveux aussi, c'est quelque chose d'aussi un peu inné, entre guillemets, en effet, pour être plus rapide ou moins. Mais avec l'entraînement, on peut clairement changer cela en devenant par exemple plus fort, plus efficace aussi sur son mouvement. Et donc ça, c'est des variables aussi sur lesquelles on peut agir, et forcément on va utiliser des formats d'entraînement qui vont pouvoir se rapprocher de cette efficacité en soulevant de plus en plus lourd. Cette efficacité, cette efficience découlera aussi de notre hypertrophie, de notre masse musculaire, et je pourrais rajouter à cela aussi de notre composition corporelle, qui sera fondamentale, surtout en calisthénie, avec une importance de la force relative, donc de la force qu'on est capable, la masse musculaire qu'on a par rapport à son poids du corps. Donc si on est un peu plus léger, forcément on aura un peu moins de masse à soulever, et ça pourra rendre les mouvements plus faciles, et on pourra être beaucoup plus efficace aussi dessus. Ces déterminants ont un rôle très important et on va pouvoir agir dessus, notamment grâce à son programme d'entraînement. Voici d'autres déterminants un peu plus aigus sur lesquels on aura peut-être moins d'impact, en tout cas en termes de programmation, peut-être plus en termes de coaching et de mise en condition. Donc là, ça va être des déterminants parfois un peu plus psycho. Par exemple, la hype, forcément, si tu as une compétition le jour J sous caféine, tu auras peut-être plus de chances d'exprimer un max de force avec un bon environnement, des gens qui te gueulent dessus, etc. qu'un matin à 6h du mat où tu vas te réveiller et tu ne seras pas super en forme. Le fait de sortir préparé, prêt à une performance, d'autres facteurs psychologiques, une bonne gestion du stress, etc. Donc finalement, ça va être des variables un peu psy, mais qui peuvent avoir un impact très important aussi sur la force que tu vas exprimer à un instant T. Au final, comment est-ce qu'on va agir sur tes déterminants, notamment grâce à notre programme d'entraînement? Et qu'est-ce qu'on va mettre en place dans notre programme d'entraînement? On va mettre en place des variables et on va les attaquer directement avec les variables potentiellement les plus importantes. Variable de tiers 1, sélection d'exercices, charge d'entraînement, volume, intensité, fréquence. Pour la sélection d'exercices, tu comprendras que ça a un rôle crucial, ça va renvoyer au concept de spécificité. Donc il va falloir sélectionner des exercices sur lesquels tu veux progresser, être bon, des exercices pertinents, et c'est pas toujours facile en calisthénie. Par exemple, si tu veux la planche, mais qu'on te dit qu'il faut une base solide et que tu fais que des pompes, ça risque d'être assez compliqué, alors qu'il va peut-être falloir faire des planches lean, attaquer la tuck planche dès que possible. Potentiellement à un certain niveau, tu auras intérêt à te concentrer sur des élastiques qui sont peut-être plus spécifiques pour tenir une position avec un angle qui sera un peu plus propice à la planche. Après, la spécificité peut parfois avoir du tort. Peut-être que si tu débutes sur le squat, tu auras peut-être plus intérêt à faire du high bar que directement un low bar hyper optimisé. C'est là que la spécificité est un spectre. Mais en gros, il va quand même falloir sélectionner des exercices pertinents aussi. Et ça va passer aussi par les exercices accessoires sur lesquels tu vas pouvoir intégrer dans le plan. Pour la planche, tu vas peut-être mettre des shoulder press pour travailler davantage tes épaules, intégrer des biceps curls, etc. Et ne pas faire que du statique, ne pas être ultra spécifique non plus. Ces exercices vont forcément aussi dépendre de tes objectifs. Sur base de ça, on va essayer d'attribuer une charge d'entraînement, donc de certaines intensités sur lesquelles on va travailler avec un volume. Donc pour ce qui est du volume, on va pouvoir facilement le quantifier en nombre de séries par semaine. En général, il y a certaines recommandations, par exemple pour la force, entre 5 et 15 séries par semaine. Ça va être un bon point de départ pour les figures de force. Pour la planche front lever, moi j'aime bien tourner entre 6 et 24 séries en fonction du niveau de la personne. En général, mieux vaut commencer avec moins, par exemple 6 séries, que tu vas pouvoir par exemple facilement répartir en 2 fois par semaine, 2 séances de 3 séries. Donc ça va déterminer aussi ta fréquence d'entraînement. Donc le volume d'entraînement que tu as besoin va être une bonne variable aussi pour déterminer ta fréquence. Tandis que si tu as besoin de 24 séries, peut-être que tu auras intérêt à faire plutôt 3 ou 4 séances sur ta semaine plutôt que 2 séances de 12 séries, là où les dernières séries risquent d'être un petit peu impactées par les premières. On sait que pour l'hypertrophie, au-delà de 11 séries, retour diminuant aussi sur un groupe musculaire dans une séance. Donc faire une grosse séance push au-delà de 11 exercices, ça sera parfois un peu moins pertinent que rester à 6 séries par exemple, là où la majorité des bénéfices sera clairement présent. Ce nombre de séries, on va surtout le calculer sur les mouvements qui nous intéressent plutôt que sur les muscles, même si on va faire une addition entre mouvements et muscles. Par exemple, pour la planche, on avait parlé de 6 séries. Maintenant, on sait qu'on a besoin par exemple de deltoïdes antérieurs, donc on va peut-être rajouter 4 séries de deltoïdes antérieurs, de shoulder press, 2 séances de 2 séries ou une séance de 4 séries qu'on va venir supplémenter sur une séance 1, peut-être des pectoraux en plus, des biceps de nouveau. Et finalement, on aura mouvement plus muscle. Si on a des mouvements de force en plus comme du dips lesté, on va aussi pouvoir les rajouter dans l'équation. Et finalement, on aura tout ce qui va être un peu sur une catégorie push qui va regrouper tout ça et ça va nous donner un peu une idée du volume d'entraînement qu'on a. Et on peut le faire sur tous les mouvements pour se donner une idée globale de ce qu'il y a dans notre programme.
Et pour compléter la charge d'entraînement, il faudra associer ce volume à une certaine intensité qu'on déterminera plutôt facilement grâce à peut-être une proximité à l'échec. Donc peut-être calculer ça par rapport à un RPE moyen qu'on va pouvoir attribuer sur ces séries, sur ces séances, ou alors à un pourcentage de RM, à un tonnage. Je pense que juste calculer le RPE sera assez intéressant parce que voilà, par exemple, si on fait un RPE 5, on sait qu'on a plus ou moins 5 répétitions en réserve. C'est une relation inverse avec le nombre de répétitions qu'on a en réserve sur 10. Et ça nous donnera une idée de l'intensité qu'on met dans l'effort. Par exemple, si on a un RPE de 5 sur une planche, ça veut peut-être dire 5 secondes en réserve. On ne va pas faire le calcul avec une rep égale 2 secondes. On va rester simplement là-dessus. Donc on sait que par exemple, si on tient une tuck planche de 10 secondes mais qu'on s'arrête à 5 secondes, ça nous laisse 5 secondes en réserve et ça va faire en sorte que notre effort est plutôt facile, donc peut-être moins fatigant et donc peut-être qu'on peut tolérer plus de volume que si on faisait des RPE 10, donc avec 0 secondes en réserve sur nos planches. Même chose pour la force, si on a des RPE de 4, 6, on sait qu'on a 6 ou 4 répétitions en réserve et donc on sait que notre tonnage sera peut-être aussi un peu moins élevé finalement, sauf si notre rep range, nos fourchettes de répétition sont très grandes, ce qui va aussi impacter le volume, donc les fourchettes de répétition aussi forcément. Donc voilà, finalement, dans cette charge d'entraînement, on aura tout ce qui est volume, nombre de séries par semaine, etc. Et intensité, pourcentage, proximité à l'échec, tonnage. Donc ça nous donnera vraiment cette variable qu'on va appliquer sur des exercices. Et ça, c'est vraiment les 3 variables qui seront vraiment principales, qui vont nous faire progresser aussi en force. Petit rappel aussi que pour la force, il faut soulever des charges relativement lourdes. Donc en général, on va recommander des intensités plus ou moins au-dessus de 70%. Avec une proximité à l'échec plus ou moins importante en fonction du volume qu'on a et de la fréquence qu'on va adopter. Mais en général, on évitera quand même l'échec avec des intensités plutôt importantes. Et le volume pour la force sera peut-être un peu moins déterminant. Là où pour l'hypertrophie, nos intensités peuvent être assez larges. On peut très bien prendre de l'hypertrophie avec 50% ou plus. Mais la proximité à l'échec devra être parfois plus importante, RPE 8, 9. Donc pour la force, intensité haute, proximité à l'échec plutôt basse et le volume n'a pas trop d'impact dans une certaine mesure, et pour l'hypertrophie, intensité modérée, proximité à l'échec plus importante et volume plutôt important. Ensuite, on va avoir les variables de tiers 2 qui sont peut-être un peu moins importantes que les tiers 1, et parfois le truc c'est qu'on va se poser des questions de tiers 2, 3 ou 4 avant de construire vraiment les bases sur le tiers 1, et c'est pour ça que je tenais aussi à te faire cette vidéo. Pour ce qui est du tiers 2, on va avoir tout ce qui est programmation, planification et technique, et oui, elle vient peut-être quand même un petit peu après, parce que finalement, si tu travailles déjà tes exercices, c'est peut-être quand même plus important que quelle technique tu vas appliquer dessus et dans quelle quantité tu vas travailler aussi tes exercices. Donc revenons sur la programmation. Je vais pas te faire toute une explication globale de ta programmation, mais globalement ça serait peut-être le split que tu vas avoir sur ta semaine, de nouveau en fonction de ta charge d'entraînement. Donc là tu vas peut-être sélectionner un upper lower ou un push pull, ou alors voilà, travailler un petit peu un full body tous les jours aussi, avec un focus primaire sur certains mouvements, un focus secondaire pour garder des RPE un petit peu plus bas, pour allouer un peu mieux ta charge d'entraînement, pour être plus performant le jour J, gérer les interférences, donc ne pas mettre de biceps la veille de traction. Là, c'est tes objectifs prioritaires en début de semaine, séance par exemple. Travaille d'abord, si tu as des objectifs de figure comme le front lever, la HSPU, travaille d'abord ces objectifs de figure. Ensuite, en second temps, peut-être les exercices qui vont être le plus importants pour travailler ces figures, par exemple la traction lestée et le développé militaire. Et en un tiers temps, des exercices de renforcement que tu vas pouvoir splitter un petit peu partout. Donc vraiment, l'idée, ça sera d'être super frais sur tes exercices principaux. Donc ça, c'est vraiment pour la programmation. Et de nouveau, avoir un nombre de séries qui va te permettre de tirer des adaptations par semaine. Ensuite, tu vas faire de la planification sur comment tu vas faire évoluer cette programmation dans le temps. Donc peut-être que tu vas commencer sur certains formats de répétition. Tu vas peut-être commencer sur du 6 reps pour te diriger vers du 4 reps sur un bloc d'après, puis un 2 reps sur le bloc encore d'après, pour finir un macrocycle, et ensuite tu vas attaquer un autre macrocycle, et ainsi de suite, ou pendant un macrocycle, tu vas peut-être mettre un focus plus important sur l'hypertrophie, ou un ou deux mésocycles, tu vas faire des mésocycles par exemple. Un truc qui marche assez bien, c'est par exemple faire 2 mésocycles entre guillemets de volume, 2 mésocycles d'intensité, donc plutôt accumulation, intensification, tu l'appelles comme tu veux, construction, expression. Voilà, moi j'ai utilisé pas mal de termes sur ces dernières années, mais finalement tu vas alterner par exemple des cycles de volume, des mésocycles, des macrocycles de volume, des méso-macro d'intensité, et potentiellement à un moment tu auras des pickings et des tapers à l'approche de compétition pour être le plus performant et exprimer un max de force le jour J. Au final, dans cette planification, ça sera des tendances, des légères colorations vers une intensité ou un volume,
Mais chaque variable sera toujours présente, donc il y aura toujours une partie skill à proprement parler ou technique figure de calisthénie, une partie force qui sera aussi des skills finalement, sur des mouvements de street lifting si tu fais les deux, ou que force aussi, et une partie hypertrophie, renforcement qui sera toujours présente. C'est juste que tu vas manipuler ces variables en fonction de certains cycles et périodes. Et finalement, il y a tout cet aspect technique que tu vas pouvoir intégrer sur les mouvements de comp directement. Donc, comment est-ce que tu vas attaquer ta protraction sur une planche, ou alors sur des variations qui vont pouvoir t'aider à comprendre cette position, à activer ces activations, ces muscles, ces techniques, appliquer cette technique, par exemple des planches, lignes, protraction, rétraction. Ou alors si on reprend par exemple un dips, on pourrait faire un dips comp, mais on va essayer de juste focus sa dépression pendant ton dips comp, avoir un peu plus de fermeture thoracique, avoir cet engagement, garder le poids droit. Ou alors tu vas peut-être utiliser simplement un dips en pause ou en tempo pour mieux comprendre tout ça, et finalement ça sera des variations qui vont pouvoir aussi parfois t'aider à travailler cette technique. Pour l'aspect technique, une erreur qu'on fait trop souvent aussi, c'est de s'entraîner un petit peu trop lourd ou en faire un petit peu trop, donc d'être finalement fatigué, de ne pas être capable d'appliquer la technique requise pour travailler tes mouvements. Et donc c'est là que justement les variables de tiers 1 seront plus importantes, parce que si tu t'entraînes trop lourd, avec trop d'intensité, une proximité à l'échec trop importante, tu n'arriveras peut-être pas à appliquer cette technique. Donc c'est là que la priorité sur les variables de tiers 1 fait plus de sens. Attaquons les variables de tiers 3, méthode de prescription, data tracking, donc analyse des données, plus prise de décision en fonction, résolution de problèmes. Donc c'est vraiment une partie aussi intégrante de la programmation. Donc, par exemple, tu établis ton programme, ta planification. Donc tu réalises un bloc d'entraînement. À la fin de ce bloc, tu vas pouvoir faire en sorte d'analyser ce qui s'est passé et de prendre potentiellement certaines décisions pour davantage progresser. Mais avant ça, revenons sur les méthodes de prescription. Donc les méthodes de prescription, ça sera aussi peut-être basé sur cette analyse. Prescrire en pourcentage de RM, en RPE, en charge libre, en charge imposée ou en combinaison. Tout ce qui est prescrit, par exemple des séries classiques, donc 3 séries de 5 par exemple, ou alors aller chercher des méthodes un peu plus spéciales, par exemple un top set, des back offset. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur 5 méthodes de prescription, entre guillemets, stratégies de programmation. Donc c'est des stratégies en fait, tu vas pouvoir faire des ramping sets, tu vas pouvoir faire des MOM, des clusters, voilà, plein de petites choses pour pouvoir potentiellement varier ton stimulus d'entraînement, ta réaction vis-à-vis d'un exercice, comment profiter, comment intégrer cet exercice. Pour la force, on va pas se mentir, on va essayer de rester quand même assez basique. Des séries classiques, après des top 7, back offset, ça marche quand même très bien. Ça permet vraiment d'associer ce travail de spécificité, cette proximité à l'échec, des RPE plus importants, avec un travail de volume par exemple, avec des RPE plus bas. Et donc en général, dans la planification moderne, ou programmation moderne plutôt, on va quand même prescrire souvent ce genre de format. Mais les séries classiques auront complètement leur place, et les autres formats là seront peut-être un peu plus contexte dépendant et exercice dépendant. Pour l'hypertrophie, on a un petit peu plus de marge, de liberté, parce qu'on a un peu moins d'importance là-dessus. Donc là, on va pouvoir utiliser des méthodes qui seront un peu plus convenientes. Et là, on va utiliser tout ce qui est drop set, mio-rep, giant set. Et finalement, analyse des données et prise de décision. Là, tu vas peut-être calculer justement ton nombre de séries par semaine, voir un peu comment tu as réagi par rapport à ce nombre de séries, voir comment ton jour secondaire se comportait et ton jour primaire, si tes RPE étaient plus importants sur ton jour secondaire, peut-être qu'il y avait un petit truc à analyser, regarder ce qu'il y avait dans ta programmation avant, pouvoir prendre des décisions pour mieux attaquer ton prochain bloc, peut-être réduire ta charge d'entraînement, peut-être augmenter ta charge d'entraînement, peut-être diminuer tes RPE sur le prochain bloc, adopter le format, peut-être justement utiliser une méthode de prescription qui va pouvoir solutionner ça. Si tu sais que ton RPE augmentait vraiment fortement sur tes back offset, enfin sur tes séries classiques, sur ton last set, ton RPE était vraiment très haut, peut-être justement utiliser ce top set, back offset pour avoir un back offset qui soit plus léger sur le dernier et qui te permette d'avoir plus de qualité et d'être moins fatigué sur la durée par exemple. Potentiellement ajuster la durée de tes blocs, si tu vois qu'en semaine 5 tu es toujours flingué, peut-être refaire des blocs de 4 semaines. Passons aux variables tier 4, programmation plutôt spécifique ou exotique, stratégie de gain de temps, taper, overreaching, bloc de pivot, etc. Pour ce qui est de la programmation spécifique, ça sera plus la priorisation. Donc si tu vois que tu es un petit peu en retard sur un mouvement, ou alors justement tu as envie de gagner plus de kilos là-dessus, par exemple tu fais du street mais tu n'as pas encore un gros squat, là peut-être faire une priorisation un peu plus importante sur ton squat. Voilà, par exemple, la priorisation, ça sera important si tu es quand même assez avancé,
notamment en skill, si tu fais toujours 50% planche, 50% front lever, bah, peut-être qu'à un moment tu vas pouvoir mettre 75% en planche, 25% en front lever. Peut-être que si tu fais toujours skill, street lifting, hypertrophie, peut-être mettre beaucoup plus d'emphase sur tes skills, aller augmenter ton nombre de sets là, ta proximité à l'échec là, diminuer ce qui est un peu street lifting, utiliser les concepts de maintenance et de transfert. Si tu travailles aussi par exemple tout le temps ta planche, ta handstand push-up, bah, peut-être enlever un peu la handstand push-up de nouveau pour prioriser davantage la planche. Tu peux toujours garder certains exercices comme maintenance, car on n'a pas besoin finalement beaucoup pour maintenir. Et il est parfois peut-être plus intéressant de maintenir, mais si tu peux très bien aussi mettre complètement un exercice de côté en utilisant justement cette notion de transfert. Si tu as gagné en masse musculaire ou en force sur les mouvements principaux, de nouveau grâce au concept de biomécanique, tu vas pouvoir aussi profiter de ces adaptations que tu vas faire en te priorisant aussi, ce qui sera peut-être nécessaire si tu es un lifter quand même plus avancé. Dans une programmation plutôt exotique, tu vas par exemple pouvoir utiliser un Smolov si on en revient sur ton squat, ou un RM chaque jour, des choses comme ça par exemple. Ensuite, pour les stratégies de gain de temps, si par exemple tu es limité sur des séances de 30 minutes, 45 minutes, tu vas peut-être pouvoir utiliser des grises de groove aussi par exemple, sur des skills en dehors des séances. Tu vas pouvoir faire plein de biceps entre tes différents exercices, tu vas peut-être utiliser du MOM pour condenser un peu ta séance, utiliser le concept de volume minimal effectif, utiliser du drop set, des rest pause aussi sur tes réconforts. Bref, vraiment, là tu seras un peu limité aussi finalement par ton calendrier et tes obligations. Et ensuite, pour les stratégies de overreaching ou taper, bah, tu vas justement à la prochaine compétition augmenter un peu plus ton volume spécifique, augmenter ton intensité, ta proximité à l'échec, accepter de contre-performer légèrement pour potentiellement espérer un gain. Après, tu n'es pas obligé non plus de faire ça. Tu vas pouvoir utiliser différentes stratégies de taper. Tu vas pouvoir taper de manière classique en réduisant certains paramètres, ou alors faire un taper où tu vas plus t'entraîner dans une rencontre, par exemple, une semaine presque d'entraînement avant ta compétition, un peu comme si tu allais terminer ton bloc d'entraînement par une séance intense qui sera le jour J de la compétition. Bref, il y a plein de choses. Tu vas pouvoir faire des semaines de deload classiques en réduisant énormément ton volume, ou alors plutôt des semaines d'introduction. Après la compétition, tu vas peut-être utiliser des blocs pivots, faire un mois off, faire quelque chose de beaucoup moins spécifique. Bref, là, c'est des petites variables que tu vas pouvoir manipuler. En plus, c'est qui sont finalement un peu en tier 4, hein, tu l'auras compris, un peu moins importantes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. J'ai essayé d'utiliser un format un peu différent parce que j'ai pas du tout scripté. Là, tu auras remarqué, je cherche un peu mes mots de temps en temps. J'ai pas été trop théorique dans les concepts, donc je suis resté assez en surface avec, je pense, quelques exemples concrets. Et sur base de tout ça, bah, finalement, là, je pense que ça va te donner un peu plus peut-être de clarté, de dire, voilà, putain, je me cassais la tête sur certaines variables de tier 4, alors que finalement, c'est au tier 1 que je dois accorder le plus d'importance. En fait, là, je suis vraiment dans le bon. Peut-être que ce que je manipule là, ça va être un effet un peu moins important. Peut-être que là, j'ai ajusté mon programme différemment grâce à tout ça. Donc, je me suis basé des concepts, des travaux de Mike Zourdos pour faire ces variables et essayer de les appliquer. Finalement, c'est des variables un peu classiques en force aussi, mais il l'avait un peu synthétisé de cette manière et j'ai repris tout ça. Et voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu veux davantage de conseils sur la programmation, n'hésite pas à cliquer dans la description. Je t'ai fait tout un template pour t'aider dans tes trainings. Et sinon, like cette vidéo. C'était Zero Dose Workout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!